American Home Builders, promotion des logements résidentiels et sociaux, vous présente l'émission 3D, Diplomatie, Diaspora, Développement. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans votre émission, la 3D, qui traite tous les sujets liés à la diplomatie et la diaspora guinéenne à travers le monde. De nos jours, la diaspora guinéenne pose le problème de la valorisation des ressources humaines en Guinée. Estimée à 3 millions d'âmes, la communauté guinéenne de l'étranger constitue un creuset de savoir-faire et d'expérience indispensable au développement durable de la Guinée. Qui sont ces Guinéens de l'extérieur? Pourquoi ont-ils quitté leur pays? Pourquoi sont-ils encore nombreux à l'extérieur? Et que peut-on faire pour les impliquer dans l'édification de leur pays d'origine? Pour répondre à ces différentes questions, fidèles téléspectateurs, l'émission 3D reçoit pour vous sur ce plateau un spécialiste de la diaspora guinéenne, professeur Djibril Kassoumba Kamara, qui fut le premier président de l'Association des ressortissants guinéens de France. Bonsoir, professeur Djibril Kassoumba Kamara, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Diallo, c'est moi qui vous remercie. Voilà, professeur, pour commencer, qu'est-ce qui a motivé votre départ de la Guinée vers la France? Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens comme sentiment d'avoir séjourné près de 50 ans à l'extérieur. On en parlera tout de suite, les raisons pour lesquelles je suis parti. D'accord. De revenir et d'être associé à ce niveau encore dans son propre pays pour servir le pays, en fait. Donc, merci de ça. Et de notre temps, il y avait très peu de bacheliers en Guinée. Très peu. On en comptait 1 ou 2 par an. Souvent, il y avait 2 admissibles et un seul était définitivement admis. C'était vraiment au compte-gouttes. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de scolarisés à ce niveau, mais pour un pays entier, c'était un problème. Donc nous avons été assez nombreux, nous étions 7 à être bacheliers. Et ce qui est important, c'est que chaque fois, puisqu'il n'y en avait pas trop, chaque fois que les gens obtenaient le bac, le premier et deuxième bac, eh bien, ils étaient automatiquement boursiers. Et ils allaient, selon l'orientation du pays, dans tel ou tel pays, poursuivre leur formation dans les perspectives de revenir servir la patrie. C'est dans ces raisons-là, c'est pour ces raisons que je suis parti en France, en tant que boursier guinéen, pour apprendre ce que nous n'avions pas en grand nombre, en qualité aussi, et revenir servir. Je suis resté, je crois, profondément fidèle à cette ligne directrice. Je sais que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre, sincèrement, surtout au niveau de l'adaptation, parce que les cultures sont différentes, ainsi de suite. Comment vous avez pu vous en sortir dès le départ? C'est tellement vrai ce que vous dites, parce que lors de mon premier voyage, j'arrive à Bordeaux. On a fait une escale à Bordeaux, au sud de la France, et on nous a amenés dans un resto, aux frais de la compagnie, c'était UTA. Et arrivé là-bas, on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je voudrais un plat de riz. Alors les gens, ils se sont regardés, avec un sourire un peu sournois, et ils ont dit, non, aujourd'hui, il n'y a pas de riz, on peut vous amener de la salade de riz. J'appelle le garçon et je dis, c'est seulement aujourd'hui ou bien c'est tout le temps comme ça qu'il manque de... Il dit, non, seulement aujourd'hui. Il y a du riz, mais ce n'est pas le menu du jour. J'ai dit, ah bon, ça me rassure. Alors, amenez-moi des frites. C'était le substitut que j'ai trouvé. Sur le plan alimentaire, il y avait des problèmes. J'ai eu d'énormes problèmes. Sur le plan des relations aux autres, j'ai eu énormément de problèmes. Avec les machines aussi, il y avait des problèmes. Vous n'aviez pas eu de complications au départ, surtout pour accéder à l'école où vous aviez vraiment... Non. Sur le plan, c'était organisé parce que quand on venait avec une bourse, on était pris en charge. Il y avait une organisation rigoureuse. On vous prenait en charge, vous n'aviez aucun problème parce qu'on sait que vous n'avez jamais fait la France. Et vous êtes pris en charge jusqu'au point de chute que vous avez choisi. Ça, il n'y a jamais eu de problème. Maintenant, voilà, parlez-nous un peu de cette association des ressortissants guinéens de France. Comment elle a été créée et quelles sont les personnes qui ont créé cette association? D'abord, c'est une évolution parce que l'amicale des ressortissants guinéens est venue très tard dans la vie étudiante que j'ai amenée. Mais j'ai trouvé sur place des associations, une association des étudiants guinéens qui s'appelait AEGEF, Association des étudiants et élèves guinéens en France.
Celle-là, c'était pour gérer au quotidien les affaires des uns et des autres. Nous étions tous boursiers au départ, mais très tôt, en 61, les bourses ont été supprimées et nous nous sommes retrouvés dans une dispersion. Il y a eu 2 catégories de Guinéens dues aux difficultés consécutives à la suppression des bourses. Pourquoi il y a eu cette suppression-là? Parce qu'en 61, il y a eu un prétendu complot, ou en tout cas un complot concernant les enseignants. Vous savez, ce que Touré s'était défini à mi-distance entre l'Est et l'Ouest. C'était une position difficile à observer durablement. Les uns et les autres ne voulaient pas que ça se passe. Et puis après, il y a eu... la France avait rappelé ses cadres, qui étaient très nombreux. Et après, l'Afrique est venue. Toute l'Afrique progressiste est venue en Guinée, à la rescousse de la Guinée, parce que les Français étaient partis en laissant un vide. Donc, ces Africains étaient la plupart de tendance de gauche. Les Kizerbo, Abdou Moumini, Foté Memel et j'en passe. Bon, tous, peut-être, paraît-il, ont essayé de pousser Sékou dans un camp. Ils ne pouvaient pas se camper à mi-distance entre l'Est et l'Ouest. Il fallait qu'il choisisse. Donc les gens, d'après ce qu'on a raconté, ont voulu le pousser un peu à aller à l'Est. D'autant plus que la France boudait et derrière la France, il y avait des alliés. Donc le terrain était pour eux propice pour que la Guinée décide de se ranger dans un camp. Or, ce n'est pas la position de Sékou. Sékou ne voulait pas sortir du camp occidental pour aller dans un camp de l'Est. Il voulait rester non aligné. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous, on a réagi en disant que les enseignants ont été arrêtés, il faut les libérer sans condition et immédiatement. Mais nous étions tranquilles là, à Paris, en disant ça. Et c'est quoi pris le micro en disant à partir de ce jour, il n'y aura plus de boursiers guinéens en France. Ça met une panique dont les conséquences sont incalculables. Mais bon, je suis là pour parler. J'ai échappé donc aux vicissitudes de cette suppression, mais beaucoup en ont souffert. Ça a justifié que beaucoup soient restés longtemps en France malgré eux, parce qu'au début, tout le monde voulait venir. Et la politique de la Guinée à l'époque était de faire venir chaque vacances tous les étudiants vivant à l'étranger pour prendre contact et avec la famille et avec le pays. Et on l'appelait ça investissement humain. Et c'était une forme d'engagement, aujourd'hui on dirait engagement, et qui plaisait dans le principe. Mais ça a été dévoyé très rapidement parce qu'il y a eu des filatures. Ceux qui venaient ne repartaient pas parce qu'on leur en avait raconté telle et telle chose sur eux. Alors finalement, on a bloqué le fait de venir et ceux qui voulaient terminer leurs études sont restés jusqu'à la fin des études. Voilà. Vous, comment vous avez eu à mener votre vie là-bas jusqu'à la fin des études? Jusqu'à la fin des études, c'est pas plus compliqué. Quand on a supprimé les bourses, chacun avait déjà, de par son origine, un peu une certaine habitude à l'argent ou pas. Et selon l'emprise de l'argent sur les uns et les autres, les attitudes ont changé. J'ai un copain qui était de Yembéren. Il était fils de chef de canton. Il est parti bien avant le bac. Quand on est venu, il m'a accueilli. C'est lui qui m'a servi de guide en France. Mais son père lui envoyait un montant double de ce que la bourse lui donnait. Donc il avait plein d'argent. Finalement, il a renoncé aux études pour vivre avec les gens d'argent, dans les boîtes chères, etc., dans le milieu argent. Et quand on nous a supprimé les bourses, il s'est trouvé que son père mourait un mois consécutivement, un mois après. Donc il était fauché complètement parce qu'il n'a jamais pensé mettre de côté un jour. Ça a failli le rendre fou. Il était complètement déréglé, démuni. Il a fallu qu'on cotise pour le faire rentrer. Et je n'ai jamais su, malheureusement, le sort qui a été le sien quand il est revenu au pays. Parce que nous pensions que l'insertion au pays lui aurait donné le goût de la vie, les parents l'auraient accueilli, etc. Je n'ai jamais su ce qu'il est devenu. Personnellement, j'ai travaillé au petit boulot, partout, sans scrupule ni rien. Il ne fallait pas voler. Mais il ne fallait pas non plus se laisser mourir. Donc j'ai travaillé partout, plusieurs types, on aura l'occasion d'en parler. J'ai touché à tout, pourvu que je ne vole pas. Mais les études étaient compromises en partie. Et il y a eu un phénomène assez remarquable pour que j'en parle. C'est que j'avais 4 amis à Grenoble. 4 amis, 3 Maliens et un Camerounais.
Et comme la bourse guinéenne était très élevée par rapport aux commandes des Africains, les Maliens avaient 36 000, nous avions 50 000, les autres, la moyenne c'était 40 000. Wow. Donc je vivais sur le revenu des Maliens. Ah, oui. Je vivais au même niveau que les Maliens et j'avais 14 000 que je mettais de côté. Alors, à force d'économiser ça, les copains m'ont appelé banquier et on gérait ça au moment de pénurie. Où on n'a plus de bourse, on attend l'arrivée de la prochaine livraison et donc on allait prendre la caisse épargne, on mangeait. Et le café était consommé, il y avait un cahier qui était dressé et j'étais le banquier, je payais. Quand on a supprimé les bourses, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Alors les copains, je n'ai pas voulu leur dire. J'ai disparu seulement de la circulation des mouvements d'ensemble. Et peu de temps après, ils ont constaté par les autres Guinéens que nous étions sans ressources en terre étrangère. Et là, ils ont fait quelque chose qui me touche aujourd'hui encore. Ils sont partis dans notre café habituel. Ils se sont mis là-bas, ils ont dit, bon, toi, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? On va faire une péréquation et inclure notre copain parmi les boursiers, pourvu qu'il ne travaille pas. Parce que s'il travaille, il perd les études. Ouais. Pendant 2 ans... Donc on ne pouvait pas jumeler les deux? Non, pendant 2 ans, ils m'ont interdit de travailler. C'est eux qui m'ont entretenu. Je ne pouvais travailler que les vacances. Et j'ai suivi normalement ma licence sciences éco sans retard, grâce à ces amis-là. J'ai appelé ça dans un bouquin, La solidarité grenobloise. Et quand vous êtes rentré au pays, quelle a été votre première impression? Moi je suis rentré au pays progressivement. La première fois que je suis revenu, après 17 ans d'absence, c'était en 1978, donc sous la Première République. Mais je ne suis pas revenu en tant qu'individu comme ça, je suis revenu en tant que délégué d'une partie de la communauté guinéenne à Paris, pour dire aux gens ici que ceux qui vivent en France, ce sont les fils authentiques de la Guinée et qui avaient intérêt à leur tendre la main pour que le pays aille doublement plus vite avec la conjonction de nos efforts et de ceux qui étaient résidents en Guinée. Les Guinéens de l'étranger se disent vraiment l'État ne fait rien pour eux. Et est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Oui, et j'ai d'autant plus un commentaire que ça m'a poussé à écrire. Parce que mon objectif c'était quoi? Je dis, on ne peut pas faire un enfant, l'élever dans des difficultés monstres, comme ça se fait en Guinée dans nos familles, et puis laisser ces enfants servir ailleurs. C'était déjà un raté, et moi je tenais à tout prix à convaincre ceux de nos responsables qui étaient à l'écoute de tout faire pour tendre une main de rapprochement aux Guinéens de l'extérieur. D'abord parce que j'en appréciais la qualité de la formation, on était parti pour ça, et je pensais que c'est la Guinée qui perdait si les enfants décidaient de rester durablement, comme ça s'est passé d'ailleurs pour la plupart, et c'était un manque à gagner pour le pays, parce que mon obsession c'était comment faire pour que ces Guinéens qui sont formés à leurs frais, ou avec les frais de l'État, mais ça n'a pas fait longtemps, comment faire pour qu'ils viennent servir la Guinée, ou que, en restant à l'étranger, ils tendent une main généreuse vers les parents, les familles, etc., par l'envoi de l'argent aux parents, par la construction des mosquées, autant d'activités qui étaient faisables à distance, pour peu qu'on trouve des répondants. Sur ce plan, il y a un manque à gagner terrible, parce qu'on n'a pas vu en Guinée les structures qui ont fait le succès de la collaboration avec les Guinéens de l'extérieur, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, à Abidjan, etc. C'était différent. Nous, on n'a pas trouvé de structure. Il y a une animosité qui a longtemps perduré et qui a pesé sur les relations entre Guinéens de l'intérieur et Guinéens de l'extérieur. Malgré la politique d'ouverture de la Deuxième République et la volonté manifeste de rompre avec cette pratique, la méfiance des Guinéens envers l'État et ses missions diplomatiques n'a pas pu disparaître. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base? La base, je pense que c'était mal parti que nous ayons pris une position collective. C'était le bureau qui a fait le télégramme. Et nous avons dit, en substance, il faut libérer tous les enseignants sans condition parce qu'on n'a pas voté pour ça. Donc ça a secoué les gens, ça a surpris d'ailleurs parce que pour eux, le fait d'être boursier nous liait quelque part au pays. Et nous sommes en France. La France était perçue comme le noyau de l'opposition au régime Sékou Touré. Rien de tout ça ne favorisait le rapprochement entre les Guinéens. Ça s'est fait ailleurs. Mais chez nous, ça a été très, très difficile.
on voyait en tout arrivant de Guinée un flic. Et nous qui étions là-bas, on voyait de l'autre côté des traites, ou des gens en tout cas plus acquis à la cause française qu'à la cause guinéenne à l'époque. Donc il y avait une double méfiance, une incompréhension qui faisait que les gens ils ne voulaient pas entendre parler. Et cette méfiance est traduite par l'écart que les gens ont observé par rapport à la chancellerie, qui était censée être leur lieu de rencontre, de fréquentation et peut-être de conception de projets communs vers la Guinée. Donc il y avait une double méfiance, vraiment. Et ça a mis longtemps. Ça a mis très longtemps. Aujourd'hui, les efforts de nos missions diplomatiques en direction des ressortissants guinéens pour renouer avec la patrie n'ont pas encore atteint les résultats escomptés. Est-ce un manque de stratégie ou une crise de confiance? Les deux. Les deux, parce que je vais vous dire qu'il y a eu des tentatives de la part des organismes internationaux de faire travailler les Guinéens de l'extérieur en Guinée, de faire bénéficier la Guinée de cette richesse extraordinaire que constituait la communauté guinéenne à l'extérieur. Vous voyez, les gens sont partis en ordre dispersé. Ils ont tous acquis une formation solide, une qualification, peut-être même une aisance matérielle. Bon, les laisser végéter comme ça, ils se réalisent individuellement, mais le devoir de patriotisme voulait qu'ils tendent une main généreuse à la Guinée. Et on a tenté dans le temps, mais sans succès. Par exemple, moi je suis venu avec des amis de Paris autour d'un projet qui était la création d'une banque guinéenne des investissements. Parce qu'on s'est dit, avec les problèmes de développement, il faut nécessairement penser aux institutions bancaires qui auront pour mission d'allouer des petits crédits aux différents micro-projets qui pourraient surgir ici et là. Mais quand on est venu, on nous a reçus, bien sûr, partout où il y avait l'argent, on était sous la Deuxième République surtout, on était attirés par, et comme ils ont entendu la Caisse guinéenne des investissements, ils nous ont très chaleureusement reçus. Mais peu de temps après, curieusement, nous avons tous été mis les uns contre les autres, nous de la délégation. On ne s'entendait plus. Le ministre nous a distribué des cartes de visite et il a pu contacter ceux qui l'intéressaient pour dire si vous voulez réussir de tels projets ici, il ne faut pas vous encombrer de Diallo, il ne faut pas vous encombrer de Camara, etc. Et nous, ils ont réussi à nous diviser. On est parti sans être déçus. Arrivé en France, on a pris contact avec des amis français, retraités ou pas, pour les canaliser vers la Guinée afin qu'ils viennent investir. Bon, là, la même démarche. Vous venez, vous voyez un ministre, ils vous reçoivent chaleureusement bien pour la première fois. Et quand vous sortez, on dit aux Français opérateurs éventuels, ne vous enquiquinez pas de ces gens-là. Ils sont considérés comme les traîtres à la patrie. Ils ont le français à leur portée. Les Guinéens sont partis. Mais au bout du compte, le français se rend compte que c'était pour le spolier qu'on a soustrait du groupe. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Guinéens qui viennent, ni pour le prochain, ni pour voir la famille. Et les Français qui venaient ont pris peur parce qu'on les a suffisamment dépouillés. Donc on s'est trouvé sans rien. Le contact était coupé. L'armée qui a pris le pouvoir pour consolider son pouvoir a promis beaucoup de choses intéressantes. Il y a un programme qu'on a élaboré au lendemain même de la prise du pouvoir qui s'appelait le programme intérimaire de redressement national, quelque chose comme ça. Et il y avait de bonnes choses qui étaient là-dedans. Par exemple, on proposait de faire venir par les Guinéens de l'extérieur des matériaux de construction de maisons individuelles, gratuitement, par franchise. Mais arrivé ici, il fallait que ces choses soient revendues pour pouvoir construire la maison d'habitation des uns et des autres. Mais tout ça est resté théorique. Bon, malgré tout, on a ouvert des comptes quand il y a eu la réforme bancaire. On a ouvert des comptes un peu partout. Il y a eu vraiment un rush pour économiser parce que nous avions un niveau de vie relativement aisé là-bas qui nous permettait d'envoyer régulièrement de l'argent. Et quand on est venu, surprise, la plupart d'entre nous n'avaient pas de fonds dans leur compte. Les commissions avaient tout absorbé. Alors on s'est dit, mais le système de commission en Guinée, elle est ruineuse. On a tous fermé les comptes.
Donc, c'est resté lettre morte et on n'a plus continué jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, les gens aient eu le courage de venir eux-mêmes, parce qu'on a perdu beaucoup. La connaissance et la maîtrise par l'État de la situation de ces ressortissants à l'étranger doivent figurer en bonne place dans ses activités diplomatiques et consulaires, monsieur le professeur Kassoumba. Mais quels doivent être les rôles essentiels de ces différentes ambassades aujourd'hui pour fonder une politique conséquente dans la gestion de cette diaspora guinéenne? Vous savez, les gens oublient souvent que les vrais diplomates non conventionnels, c'est la communauté guinéenne vivant en pays étranger. Ils connaissent, ils côtoient les gens, ils connaissent les recoins, c'est eux l'informateur de l'ambassade. Toute mission qui néglige les Guinéens de l'étranger, travaillera avec peu de succès. Parce que c'est vraiment eux qui connaissent le terrain. Parce que c'est pas ça qui crée aujourd'hui tous ces problèmes. Parce que non seulement nous parlons de cette crise de confiance entre l'État et cette diaspora guinéenne, mais aussi quand les Guinéens reviennent au pays, ils ne cherchent pas à contacter les autorités pour vraiment leur faire part de certains projets qu'ils détiennent. Si, je pense que la Guinée est un peu atypique par rapport à ces problèmes-là. Vous avez, moi j'ai vu un exemple au Sénégal, j'en parle dans la diaspora. C'est les Mourides, c'est une confrérie religieuse très puissante qui a les 2/3 de l'économie sénégalaise, grâce au travail que font les talibés et aux investigations qu'ils font à l'extérieur du pays, à la Tour Eiffel, des places publiques à Londres et ailleurs. Ces gens-là vendent à la sauvette des masques, des jeux d'enfants, des produits artisanaux de chez nous. Et l'argent, quand ils ont 500 € par exemple, ils font tout pour envoyer 300 € au Sénégal et ils vivent de 200 € là-bas. C'est risqué parce que quand on les prend, là, vous voyez les films souvent, on pourchasse les gens à gauche, à droite, parfois il y a des vols, etc. Bon, ces gens-là ont réussi par ce canal-là parce qu'ils ont sillonné dans le monde entier, surtout dans les pays destination touristique. Et ils envoient l'argent. Alors, il y a un Sénégalais, Bakar Ndiaye ou quelque chose comme ça, qui a compris qu'il y avait là un créneau intéressant pour le pays même. Donc, il a créé un groupe, une association, une ONG, et il est parti en quête des Guinéens, des Sénégalais vivant à l'extérieur. Il leur a dit, voilà, moi je suis un agent immobilier, je suis disposé à réaliser vos projets de construction de maisons d'habitation. J'ai deux démarches. Ou bien je vous soumets des plans tout faits de ma conception et je vous fais une maison clé en main, vous payez. Ou bien vous faites vous-même un plan, vous faites faire un plan selon votre convenance et moi je réalise ça et vous me payez. Ben, ça a été un coup de fouet extraordinaire à l'économie sénégalaise. Ça a été le boom immobilier à Dakar, par exemple. Dakar, il y avait beaucoup d'espaces non construits. Et bien, avec ce système, toute la banlieue dakaroise s'est transformée à une vitesse extraordinaire. Pourquoi Dakar est bien construit? Absolument. La plupart des propriétaires de ces maisons, des belles maisons que vous habitez en banlieue sénégalaise, eh bien, ça appartient aux diasporas sénégalais qui sont en pays étranger encore. Le Mali a fait mieux. Ils ont créé des choses extraordinaires, par exemple des dispensaires. Et eux, c'était une règle incontournable. Si vous vous associez pour aider le Mali, tout le monde était assujetti à la même cotisation et à la même régularité de cotisation. Si tu ne viens pas, c'est un problème, on va te chercher, on va jusqu'à peut-être vendre certains de tes trucs pour que tu sois à jour de tes cotisations. La rigueur a marché et ça a payé. Jusqu'ici, je crois, le projet Tocten vaut au Mali, mais la Guinée a vite fait de mettre par mauvaise gestion un terme à ce procédé que la banque, le PNUD, avait mis à la disposition de la Guinée pour faire bénéficier de l'apport des intellectuels guinéens qui vivaient à l'étranger. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de répondant en Guinée, ni en structure, ni en loyauté vis-à-vis des gens, et même individuellement. Mais bon, on a continué quand même à envoyer par sentiment de l'argent à nos familles. Des sommes énormes, mais qu'on ne peut pas comptabiliser puisque chacun envoie discrètement au sien.
Ce rôle d'information dont vous parlez en ce qui concerne cette diaspora guinéenne, moi je crois que nos missions diplomatiques doivent éviter aux Guinéens les pièges de la méconnaissance des législations du pays d'accueil et les mettre à l'abri de la marginalisation des abus, des abus découlant de la xénophobie. Oui. Que faut-il faire dans ce cas de figure? Moi j'ai proposé beaucoup de choses par rapport à ça, parce que quand même, pour avoir vécu 50 ans en France, je crois avoir connu la France profonde. Parce que quand vous travaillez en France, vous vous confrontez avec les petits Français, le français moyen, qui sont en difficulté là-bas, relativement. Vous les découvrez dans leur vraie nature, face aux problèmes réels. Donc là, si vous parlez de la France, vous parlez de la France réelle, la France des hommes situés, qui vivent au jour le jour leurs problèmes. Et face à ça, moi j'avais proposé que les missions diplomatiques recensent exhaustivement tous les Guinéens vivant à l'étranger. Bon, je ne sais pas comment ça aurait pu se faire, mais le principe même de recenser dans un document tous les Guinéens, quels qu'ils soient, avec le profil, la situation sociale là-bas, etc., nous amenait à connaître avec un peu plus de rigueur l'effectif des Guinéens. Mais ça n'a pas été fait. Et c'était difficile finalement, plus difficile que je ne l'ai imaginé. Pourquoi? Parce que le long séjour des Guinéens à l'extérieur nous a amenés, sans papier d'ailleurs, nous a amenés à adhérer à telle nationalité, à prendre telle nationalité pour se sentir, sinon normal, en tout cas sorti de l'anonymat et vivre une vie relativement correcte, quoi. Ça nous a amené à être hongrois, chinois, russes, un peu partout. Alors, tant que ces gens qui détiennent d'autres nationalités, justifiées, hein, on ne les condamne pas, ne viennent pas de leur gré, dire à la mission diplomatique, voilà, je suis authentiquement guinéen, je voudrais me faire recenser, les gens ne sauront plus qui ils sont. Ça c'est un handicap sérieux. Il a fallu du temps, il faut du temps pour le vaincre de manière significative. Voilà. Dans certains pays, notamment ceux de l'Afrique de l'Est et de l'Austral, ne sont liés à la Guinée que par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires qui ne protège que les agents consulaires et n'envisage dans aucune de ces dispositions la protection des ressortissants. Comment voyez-vous cela? J'ai été assez surpris, peut-être même indigné par rapport à ça, parce qu'une mission diplomatique a essentiellement deux fonctions. La sauvegarde, l'aménagement d'un climat de bonne coopération, loyale, fructueuse, etc., d'État à État, et la sauvegarde des intérêts des ressortissants du pays dans le pays étranger. Ça, c'est les deux fonctions essentielles. Et en Guinée, ça a été omniprésent. Mais ce qui s'est passé, c'est que selon les époques, les Guinéens étaient confiants ou pas. Ceux qui avaient fui la Guinée parce que les parents avaient été arrêtés, pour rien au monde, vous ne pouviez les convaincre à venir même à l'ambassade, à plus forte raison en Guinée. On était nombreux dans ce cas-là. On côtoyait l'ambassade, même si c'est censé être un morceau de la terre guinéenne expatriée, mais on n'avait pas le courage, parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Et le simple fait d'être vu là-bas, d'autres avaient un regard soupçonné sur vous, en disant « Ah, il sort à l'ambassade, il va à l'ambassade, il est peut-être un indique du régime. » Bref, il y a eu des préjugés, il y a eu une incompréhension, et puis peut-être un refus délibéré de la part de certains qui ne voulaient pas voir les Guinéens revenir. Ça existait aussi, par une jalousie ou une protection de sa place, etc., etc. Professeur, nous nous tendons vers la fin de cette émission, mais bien avant, est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez pris langue avec les autorités de la place, surtout celles qui sont en charge de cette diaspora guinéenne? Sur le présent, non. Mais quand j'étais président de l'amicale des ressortissants guinéens, je suis venu plus d'une fois rencontrer les autorités officielles du pays, parce que les problèmes que je posais à propos des Guinéens ne pouvaient pas être résolus par les Guinéens eux-mêmes. C'était des problèmes interétatiques pour la plupart. Donc il fallait nécessairement que les autorités guinéennes amorcent un débat.
vis-à-vis des autorités françaises, allemandes, russes, pour négocier la situation des Guinéens expatriés et peut-être leur favoriser leur retour en facilitant soit les frais les transports, soit en leur permettant de transférer les droits acquis dans leur pays pour pouvoir en vivre plus ou moins décemment. Mais actuellement, non. Mais je constate qu'on a créé quand même des institutions qui ont pour vocation de s'occuper de la diaspora, ce qui est une marque de considération importante. On a mal compris au début. Avec le secrétaire d'État Jean-Claude Diallo, les gens ont dit non, c'est l'apartheid qu'on est en train de cultiver. Non, c'était la prise en compte des Guinéens derrière des projets et des promesses qui auraient pu être assez importantes pour l'évolution du pays, mais qui sont lettres mortes malheureusement. Ok, professeur, un message à l'endroit de tous les jeunes aujourd'hui qui rêvent de se retrouver à l'autre bout du monde, qu'ils qualifient d'Eldorado, passant par une voie illégale, je veux dire, par la voie clandestine. Les jeunes qui partent, il n'y a pas longtemps, on m'a dit pourquoi les gens partent. J'ai dit que notre système d'enseignement était pour une large part responsable de ce départ massif des jeunes, découragés au point de ne plus envisager leur retour. Maintenant, le départ est dangereux parce qu'ils partent pour chercher une patrie, pas pour se réaliser et revenir. Vous avez fait 6 ans à l'école, 7 ans à l'école, 8 ans à l'école, vous sortez avec la licence et vous vous retrouvez en face des mêmes parents qui ont vieilli, qui sont démunis, qui ont trimé à longueur d'année pour vous hisser à ce niveau-là. Psychologiquement, c'est difficile à supporter. Ils partent avec le défi, plutôt mourir que d'aller tendre la main aux pauvres parents que je n'ai pas pu aider, malgré les efforts qu'ils ont déployés pour faire de moi ce que je suis. Donc il y a des réformes à prendre à l'intérieur de la Guinée, au niveau de l'enseignement, une réorientation vers les secteurs comme l'agriculture, la formation professionnelle, le tourisme, pour que les gens sortent de l'école avec un projet applicable. Voilà sommairement ce que j'esquisse comme solution pour freiner le rush vers les pays, parce que c'est difficile là-bas. Professeur, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Ainsi s'achève votre émission Le 3D sur votre chaîne de télévision privée Évasion TV. Nous avions comme invité pour vous le professeur Djibril Kassoumba Camara, qui fut le premier président des amicales des ressortissants des Guinéens de France. Nous lui disons grand merci et merci à l'hôtel Riviera de Taouya de nous avoir accepté pour réaliser cette émission ici. Inch'Allah, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro au compte des 3D, entendez par la diplomatie, diaspora et développement. Bonsoir à tous et à toutes. American Home Builders, promotion des logements résidentiels et sociaux, vous présente l'émission 3D, diplomatie, diaspora, développement.